C'est une technique. Elle marche. Allez, on va démarrer ces trophées, c'est important. Bonsoir, bienvenue. Au nom du groupe Argus et de ses collaborateurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ici au dernier étage de cet endroit absolument magnifique. Très particulier, puisque c'est un endroit qui reflète les caractéristiques essentielles de ce que sont les trophées. Culture de l'automobile, style, performance, amour des beaux produits avec des roues. L'Argus souhaitait cette année un lieu qui mélange des éléments en théorie et en opposition. Le renouveau, la tradition, l'innovation, la passion et la raison. Nous nous retrouvons ce soir dans ce dernier étage que j'ai eu le grand bonheur de découvrir il y a quelques années grâce au 7e étage de ce parking, grâce à Jean-Charles Rédélé, qui m'a fait découvrir la collection extraordinaire qu'il y détenait et qui était l'héritage de son père Jean, le fondateur de la marque Alpine. Nous nous retrouvons ici ce soir pour ces trophées 2018 qui coïncident au demeurant avec un événement extrêmement important pour le groupe Argus, que sont les 90 ans de ce journal. Nous sommes donc dans un lieu de culture familiale en présence de la grande famille de l'automobile pour y célébrer les véhicules auxquels l'Argus, lui aussi familial, a attribué ces trophées 2018. Et pour démarrer cette soirée, la présidente du groupe, Alexandrine Breton, souhaite bien évidemment vous souhaiter la bienvenue. Alexandrine. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vais d'abord vous présenter un film, parce que je préférais parler après le film et que vous voyez ce qu'a été 90 ans du groupe. Donc, dans 3 minutes, je reviens. Bon film. Être automobiliste, c'était d'abord avoir été un piéton motorisé, un piéton mécanisé, c'est d'abord avoir été cycliste. Parce que la plupart des grands noms d'automobile au début du siècle étaient des noms d'anciens cyclistes, que ce soit Fernand Charron, que ce soit les frères Farman, que ce soit un autre titre, etc. Mais mon oncle, Henri Lost, mon père, Ernest Lost, etc., qui tous avaient été des cyclistes et qui avaient eu un certain nom sur les vélodromes. Les années 1890-1895. Et tout naturellement, ils sont passés de la bicyclette, du pédalage, aux pédales, à l'autre pédale, la pédale de l'accélérateur, de frein et d'embrayage. C'est en 1927 que Paul Rousseau, journaliste sportif très connu dans la presse cycliste, fonde l'Argus. L'automobile n'en est qu'à ses débuts, mais le journal est bien décidé à accompagner ce marché prometteur. L'hebdomadaire cible aussi bien les professionnels que les consommateurs, qu'il défend avec acharnement, en particulier vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le but de populariser ce nouveau moyen de transport. En 1945, le gouvernement utilise la cote Argus pour indemniser les propriétaires de voitures réquisitionnées pendant la guerre. À partir des années 50, l'expansion économique favorise le marché, et dans les années 60, l'automobile devient un bien de consommation courante. L'Argus augmente sa diffusion et devient la référence en matière de cotes et d'actualité. La ligne éditoriale du journal, désormais dirigée par Jacques Lost, est large. Des articles très variés abordent aussi bien l'innovation technologique que les équipements, les salons ou l'évolution des métiers, en passant par la circulation routière ou les véhicules agricoles et industriels. Au cours des années 70, malgré le premier choc pétrolier et l'augmentation du prix de l'essence, le succès ne se dément pas. L'Argus aborde des sujets comme l'aéronautique, les caravanes, puis les 2 roues et les camping-cars. Dans les années 80, le marché parvient à maturité et le groupe inaugure son service télématique en 1985, surfant ainsi sur la vague du Minitel. En 1997, le premier site web est créé. Aujourd'hui, le groupe, qui est resté une entreprise familiale, a complètement parachevé sa mutation numérique. De nouveaux produits apparaissent, comme des outils d'aide à la vente pour les concessionnaires, disponibles sur tablette ou smartphone, sans que le journal ne perde en influence. Les offres digitales, à la pointe de la technologie, ont transformé l'éditeur de presse en partenaire incontournable des acteurs du monde de l'automobile. À 90 ans, le groupe n'a jamais été aussi jeune.
Voilà, je pensais que c'était mieux de vous parler après ce film. J'ai vu ce film pour la première fois hier, dans mon bureau à 11h du matin. Hélène, qui est quelque part dans la salle et qui a préparé avec beaucoup de générosité et beaucoup d'attention cette soirée qui va être réussie, c'est sûr. Merci Hélène. Hélène est venue dans mon bureau et puis elle a ouvert son PC et elle m'a montré le film. Je ne devrais pas dire ça, on avait des problèmes de Wi-Fi, donc on était arrêtés toutes les 30 secondes, ça s'arrêtait, puis ça repartait. Bon, mais j'ai réussi à faire les 3 minutes de film. Et je ne sais pas si elle a vu, mais je me suis sentie tout d'un coup assez émue de voir toutes ces images. Mon grand-père, dont j'avais oublié la voix, il y a une photo de ma mère, là, derrière aussi. Et puis, c'est resté dans ma tête toute la journée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais raconter? Puis j'étais sur mon scooter et en général, c'est à cet endroit-là et à ce moment-là que je réfléchis. Bon, j'étais pas très fière, je dois dire, j'étais plutôt prise par l'émotion. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce que ça fait d'avoir 90 ans? Je crois que ça fait 2 choses. Une première chose, c'est que c'est plutôt sympathique parce que je ne sais pas quelle est la durée moyenne de vie des entreprises françaises, mais il y en a peu qui ont 90 ans. Donc ça, c'est la partie sympa. Être toujours là à 90 ans, c'est plutôt bien. Et puis ensuite, c'est aussi angoissant parce que finalement, jusqu'à présent, on a réussi, mais ça ne veut pas dire que ça va durer toute notre vie. Et que la distribution automobile est sans doute dans un grand chamboulement et qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui si on sera là dans 10 ans, à nouveau devant vous pour fêter les 100 ans de l'Argus de l'automobile. Il y a eu 4... moi, je suis la 4e génération et je réfléchissais à ça et je me disais finalement, je me sens totalement dans la filiation, c'est-à-dire que je suis l'arrière-petite-fille, la petite-fille de Jacques Lost, la fille de Florence Lost, et que je me sens d'abord légitime à ma place, ça c'est plutôt pas mal, mais je me sens dans la continuité et en même temps je me sens totalement libre. Quelqu'un là dans la salle qui se reconnaîtra dit finalement il y a des racines mais il y a aussi des ailes. Et je me suis depuis l'année 2000 sentie libre de construire l'Argus d'aujourd'hui. Et l'Argus d'aujourd'hui c'est 250 personnes, quand j'ai commencé c'était 70. C'est 5 métiers que je vais vous dérouler et ça n'est plus un journal. Donc j'ai rompu, mon grand-père était un fervent journaliste et d'ailleurs Eric, je pense que s'il était encore vivant, il écrirait des éditos sur Anne Hidalgo et tu serais satisfait de ce qu'il écrit. Il était contre tout, hein, il était contre la ceinture, il était contre les limitations de vitesse. Bon, peu importe. Donc, moi, il y a eu 4 tournants extrêmement importants dans cette entreprise en 90 ans. Il y a eu le premier tournant, vous l'avez vu, qu'il a pris lui en 1985, quand il a choisi de faire le Minitel. Ensuite, ma mère, en 96 ou 95, a choisi d'aller sur Internet. Avec Jean-Pierre Gauthier, qui est quelque part par là, le directeur général de l'entreprise. J'ai choisi en 2003 de nous diversifier contre la vie de tous et d'acheter des logiciels, et c'était le début de la diversification de l'entreprise. Et enfin, en 2010, dernier tournant, et je pense que ça n'est pas le dernier, enfin, nous avons construit autour de la fameuse ancienne cote Argus des valeurs de marché, et j'en parlerai plus tard. Je rigole dans ma tête parce que quand on a fêté 70 ans, mon grand-père était en vie, ma mère était en vie, et mon grand-père avait très envie de parler et a monopolisé le micro comme je suis en train de le faire aujourd'hui, et elle essayait de le faire taire et ça ne marchait pas. Donc moi, personne ne va me faire taire et je voudrais être ce soir la meilleure vendeuse du groupe aujourd'hui. Donc 5 métiers, aujourd'hui 250 personnes, une présence à Nantes, une présence à Toulouse, une présence en Afrique. Et donc je dirais que le groupe s'est totalement métamorphosé. Les métiers d'origine, la presse, aujourd'hui, l'information. L'information, c'est tous les jours sur Internet, une newsletter pro, une newsletter part.
7 millions de visiteurs uniques par mois, 22 millions de pages vues, premier site automobile français, devant des mastodontes comme Autoplus, je le dis, je suis fière de ça, c'est magnifique, jamais l'information à l'Argus n'a été aussi lue. Quand on tirait le journal à son maximum, Arnaud, je dis bien tirer, je dis pas vendre, 180 000 exemplaires. Donc vous voyez, 7 millions de visiteurs uniques, 180 000 exemplaires par semaine. La valorisation, ça c'est le métier historique, c'est la colonne vertébrale du groupe, c'est la cote, toutes les valeurs de marché, valeur Argus transaction, valeur Argus annonce, pricing Argus dynamique, un nombre de données. Aujourd'hui, quand vous commandez une cote, vous avez 10 valeurs. Et ça, c'est la révolution, c'est la dernière révolution. Et je le dis parce que j'en suis sûre, nous sommes les meilleurs dans la valorisation parce que nous avons de l'expérience, nous avons une équipe de garçons sérieux qui, en général, sont chassés par nos concurrents. Nous avons des statisticiens, des data scientists et surtout, nous avons un truc que personne d'autre que nous ne possède. Nous avons 1 500 000 données de transactions de professionnels qui passent dans nos logiciels chaque année. Donc, je peux vous dire qu'on a de l'antériorité. On sait combien les voitures ont été rachetées, on sait combien les voitures ont été revendues. Et ça, c'est quelque chose que personne d'autre que nous possède. Et ça nous permet de faire des magnifiques produits de valorisation. Ensuite, nous avons le conseil, et d'ailleurs, je dirais qu'à tous les constructeurs qui sont dans la salle, n'allez pas dépenser des milliers d'euros chez des grands groupes et des grands cabinets de conseil comme EY. Venez chez nous, nous avons les meilleures données, et je pense que nous sommes meilleurs marchés qu'eux. Donc ça, c'est le conseil, et c'est sans doute le futur de l'Argus qui se joue ici. Ensuite, nous avons tout ce qui est autour du digital, tout ce qui permet à nos clients de trouver des clients, donc des sites internet, de l'email, du retargeting, des petites annonces, de la publicité, et enfin les logiciels. Voilà. Donc nous faisons ça, et nous faisons ça depuis 1927 avec une seule idée en tête, être indépendant, parce que nous pensons que le métier que nous faisons de valorisation nous oblige à être neutre, indépendant, et surtout parce que finalement, ça ne change rien qu'une voiture soit surcotée ou sous-cotée. Pour nous, nous ne sommes pas dans la transaction, nous avons juste envie d'être au centre de la transaction et d'être cet intermédiaire de référence qui permet à deux publics de se mettre d'accord sur le prix d'une voiture d'occasion. Voilà. Donc, je ne sais pas si je serai encore là dans 10 ans. Je ne sais pas ce que deviendra la distribution automobile de demain. On nous prévoit une disruption ou une ubérisation du modèle de distribution automobile. En tout cas, nous aimons la voiture, et d'ailleurs on va en parler, nous aimons le produit, et j'espère que la grande histoire de l'Argus n'est pas terminée et qu'il y a encore beaucoup de pages au livre qui a débuté le 15 septembre 1927. Éric, place au produit, merci. Place au lauréat. Merci Alexandrine. Alors Alexandrine, elle sait que j'aime les challenges, elle vient de m'en donner un. Faut que je rattrape un peu de temps. Je vais essayer de le faire, on va aller le plus vite possible. Les trophées, vous allez les découvrir avec une présentation extrêmement rapide de l'équipe éditoriale de l'Argus. Les trophées Argus 2018, c'est 40 voitures en compétition. Il s'agit de modèles de nouvelle génération commercialisés en 2017. Pour tenir compte d'une offre de plus en plus variée, les voitures concourent dans 5 catégories. Les citadines, les SUV urbains, les SUV compacts, les familiales et les SUV premium et familiaux.
Les trophées Argus, c'est aussi la parole donnée à nos internautes qui élisent la voiture sportive grâce à un sondage réalisé sur notre site largus.fr. La grande gagnante sera la voiture Argus 2018 grâce à un jury composé de journalistes de la presse nationale et régionale. Pour effectuer notre classement, nous avons pris en compte le critère budget. Nos paramètres sont la valeur résiduelle pour un véhicule d'usage au bout de 3 ans, le prix de revient kilométrique avec le coût d'entretien du véhicule, à savoir donc l'assurance, les pneumatiques, etc. Mais aussi la partie écotaxe avec le bonus-malus selon le véhicule. Alors, une fois établi notre premier classement, on va commencer à se pencher sur tout ce que les chiffres ne nous disent pas, c'est-à-dire qu'on va conduire ces autos, on va les conduire en ville, on va les conduire sur autoroute, on va monter à l'arrière, on va les charger, les décharger, on va tester les équipements multimédia ou innovants, bref, on va vivre avec ces autos et toutes les qualités ou les petits défauts qu'on aura pu déceler pendant ces tests viendront pondérer la note finale. Pour cette 25e édition de l'élection de l'utilitaire de l'année Largus, 7 véhicules sont en compétition. Allez, c'est parti pour nos amis journalistes. On va démarrer avec les voitures particulières, on va démarrer avec les citadines. Segment riche en nouveautés cette année, 7 modèles nominés contre 4 l'an dernier. Des petites voitures qui sont faites pour la ville et pour, bien évidemment, de la polyvalence en ville, dont la longueur se situe aux alentours de 4 mètres. Les 7 voitures sélectionnées étaient la Ford Fiesta, Kia Picanto, Kia Rio, Nissan Micra, Seat Ibiza, Suzuki Swift et Volkswagen Polo. Le podium de cette catégorie citadine commence par la 3e place, qui est occupée par la Seat Ibiza. Puis la 2e place, bravo à la Seat, 2e place pour une très jolie Ford Fiesta. Et la gagnante, en fait, la gagnante, c'est une confirmation. Le modèle le plus vendu de sa marque dans l'Hexagone, la 6e génération de ce modèle, totalement entrée dans le panorama automobile français. Une citadine aux 14 millions d'unités produites et qui ne lasse pas. Elle a largement distancé ses rivales. C'est une petite qui dure en sachant se réinventer peu à peu. La gagnante est... Et pour recevoir son trophée, je vais demander à Pierre Boutin, directeur de Volkswagen France, de nous rejoindre. Il y a même un escalier là-bas si vous ne voulez pas tomber. Et Alexandrine va vous remettre votre trophée. Et répondre peut-être à quelques questions. Merci. Bon, 6e génération, mais j'ai cru comprendre que vous avez établi... Non, il va pas tomber. Je vais vous aider. Hop. Des nouveaux standards. Et on a vu très rapidement le tableau de bord, mais ce nouvel écran, là, vous avez surpris tout le monde. Et donc, parlez-nous un peu de cette dotation qui est, paraît-il, extraordinaire. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour les 90 ans de l'Argus. C'est exceptionnel. Merci. Donc, c'est une très belle soirée. Merci d'organiser tout ça. Merci à la rédaction et au comité du jury. Effectivement, oui, Polo, c'est plus de 14 millions de véhicules vendus à travers le monde. Nous en sommes très fiers. C'est une référence dans les citadines parce qu'on met souvent de l'équipement qu'on retrouve dans des gammes supérieures. Les compteurs, évidemment, digitalisés. Nous avons aussi des aides à la conduite qui sont exceptionnelles pour ce genre de véhicules. C'est aussi une personnalisation cette année avec des tableaux, des planches de bord de couleurs.
et un habitat qui est beaucoup plus spacieux. D'accord. Donc oui, Polo, nous en sommes très très fiers. Aujourd'hui, la Polo se vend à 17% en diesel. J'ai regardé ça parce que, bon, et donc, évidemment, le chiffre est en train de descendre. Vous voyez l'avenir comment dans la répartition moteur essence-diesel? Bon, le diesel garde toujours une place quand même importante, mais l'essence, évidemment, c'est la tendance du marché. C'est pas uniquement dans les citadines. On voit que définitivement, ça prend de plus en plus d'ampleur. En tout cas, je vous félicite parce que se renouveler après 6 générations et avoir décroché le premier prix avec autant de distance sur le second, bravo. Ben, merci. Et merci. Si vous me permettez, j'aimerais aussi partager ce prix avec l'ensemble des équipes de Volkswagen en France et de notre réseau qui nous représente de belle façon partout dans l'Hexagone. Merci encore une fois. Merci. Vous prenez une photo avec la présidente. Je vais laisser la photo se faire devant le photocall et ça va me permettre de présenter la prochaine catégorie. Il s'agit des SUV urbains, catégorie où l'offre explose absolument. Ce sont les petits SUV du marché, 4,10 m, 4,30 m maximum. C'est un peu le bal des débutantes. Il y en a plein qui sont là pour la première fois. En fait, toutes les concurrentes cette année démarraient, hormis Opel et Mini. Les nominés de cette catégorie sont le Citroën C3 Aircross, Hyundai Kona, Kia Stonic, Mini Countryman Cooper, Opel Crossland X, Seat Arona, Suzuki Ignis et pour terminer le Volkswagen T-Roc. Le podium en 3e place, la Kia Stonic. 2e place, le Volkswagen T-Roc. Et la gagnante, c'est une voiture qui a un look atypique, avec un petit air de monospace, beaucoup de volume, beaucoup de modularité à l'intérieur, des prix raisonnables, le parfait cocktail pour des produits devant convaincre des cibles urbaines et familiales. Ce trophée 2018 des SUV urbains revient Et pour recevoir ce trophée, j'appelle Étienne Menant, directeur produit. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et bon anniversaire. Merci. C'est aussi l'anniversaire de Monsieur Redélé ce soir. Très bien. C'est pas mal, non? Oui. On a choisi spécialement cette date pour ça. Il y a 6 mois, jour pour jour, nous présentions justement le oui, reveal. J'ai vu des ici images. Même, sur cette terrasse. Ouais. Bon, donc la voiture est sortie. Enfin, je pense on peut la commander depuis le mois d'octobre. Absolument. Voilà. On peut la commander depuis beaucoup plus tôt, mais elle est disponible depuis le mois d'octobre. Dites-moi comment se passent les commandes. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, on a enregistré plus de 30 000 commandes, dont 15 000 en France, et avec des contenus qui sont extrêmement riches. On a plus de 60% de niveau 3, donc on en est extrêmement satisfait. On peut personnaliser cette voiture. Absolument, 90 combinatoires, rien que pour l'extérieur. Voilà. Record, et alors, on voudrait savoir, la rédaction était assez intéressée de savoir, est-ce que le public valorise ça? Est-ce que le public est partant pour la personnalisation de la voiture? Absolument, ça raconte une histoire sur ce que aussi vous exprimez au monde. Citroën, c'est une marque qui veut faire la différence sur le feel good, sur le fait de proposer des produits qui s'inspirent des choix des clients. Donc la personnalisation, pour nous, c'est vraiment l'incontournable. Et je pense que sur cette voiture, on l'a vraiment joué à fond. Est-ce que vous voyez des tendances se dégager, un peu comme on a vu avec Capture, qu'il fallait avoir un toit d'une certaine couleur pour être... Est-ce que là, vous voyez déjà des choses dans les commandes? Écoutez, nous proposons à la fois des toits Biton et aussi des pack color. Ça fait encore un 3e élément pour venir multiplier d'autant les choix de personnalisation. Mais je pense que plus important que la personnalisation, presque, c'est d'être capable de proposer une voiture qui a
toutes les prestations qu'on a envie de donner à nos clients. Hein. C'est non seulement évidemment le look du SUV, on en parle par la personnalisation, Oui, bien sûr. la robustesse, la capacité sur les routes, mais aussi toutes les prestations de confort qu'on va pouvoir proposer dans la voiture, l'habitabilité, la modularité, les technologies, la connectivité. Pour nous, c'est aussi important que ce qu'on va exprimer par la personnalisation. D'accord. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci. On va prendre la photo. Merci. Ouais. La photo, voilà. Je m'excuse, je mets un certain rythme, mais je suis obligé de mettre ce rythme. Alors, dans l'univers très riche des SUV, c'est une sorte de constante maintenant de voir le marché se remplir de ces modèles qui ressemblent à des véhicules tout-terrain, mais qui n'en sont pas. Une nouvelle catégorie, celle des SUV compacts. Des 6 modèles présents dans cette catégorie, 5 n'existaient pas il y a un an, et le 6e, le Jeep Compass, pardon, est une renaissance. C'est l'illustration de cette frénésie des SUV. Dans ce segment, qui représente donc le cœur du marché des SUV en France, nous parlons des véhicules de 4,30 m à 4,50 m. Les nominés sont DS7 Crossback, Jaguar E-Pace, Jeep Compass, Mitsubishi Eclipse, Opel Grandland X et enfin le Skoda Karoq. Le podium est composé sur la 3e marche par l'E-Pace de Jaguar, 2e marche occupée par le Karoq Volkswagen. La gagnante, c'est une voiture qui se situe dans la partie supérieure du segment. C'est une première pour cette marque de produire un SUV. La voiture est déjà célèbre. Elle l'était avant son lancement pour avoir remonté les Champs-Élysées au mois de mai avec un monsieur qui est devenu président de la République. Et dans ce flot de nouveautés, la gagnante est... Et pour recevoir son prix, j'appelle Eric Capote, directeur du produit monde de DS. Merci beaucoup. Merci Bravo. Alexandrine. Merci Largus. Bon, on se connaît, hein. Un peu. Bon, j'ai eu la chance d'essayer la voiture avant tout le monde. Pardon, il paraît qu'il faut qu'on soit dans la lumière. Aïe, 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 c'est dur. Bon, première vraie DS, on dit ça? Je dirais pas la première vraie DS. Je dirais, vous savez, nous avons créé la marque DS il y a 3 ans et demi, et nous avons toutes les équipes de la marque DS avec beaucoup de passion et beaucoup d'acharnement préparé le lancement de cette première DS depuis la création de la marque. C'est plus qu'un lancement, c'est un manifeste. Nous voulions, avec cette première voiture, qui sera suivie de 5 autres, puisque nous avons annoncé qu'il y aura 6 voitures dans notre gamme. Un modèle par an sera lancé à partir de DS7 Crossback. Donc DS7 Crossback arrive dans les concessions dans les jours, dans les semaines à venir. Et donc c'est un véritable manifeste de nos intentions, de nos ambitions, celle de représenter le luxe français dans l'automobile. Vous savez que c'était une absence. Donc nous représentons avec DS, nous avons cette ambition de représenter le luxe français. Bien entendu, d'un côté, ce sont des intérieurs absolument magnifiques avec des choix... C'est sûr qu'aucun détail n'a été laissé au hasard. Merci. Des choix de matériaux, des choix de convection tout à fait incroyables, très très créatifs. Et puis de l'autre, de l'hyper-techno, un choix très très large d'innovation. Pas moins de 15 innovations arrivent sur cette voiture. Et on peut le dire avec fierté, nous enterrons la concurrence en termes de techno, en termes de high-tech, avec cette voiture dès son lancement. Et je dirais que les premières commandes, dont le prix moyen est élevé, puisque je le connais,
Ça veut dire que ça marche, non? Absolument. On est très très fiers, très confiants et très heureux de cette consécration qui est d'ailleurs aujourd'hui aussi soulignée par le prix de l'Argus. Tout à fait. Une belle vie et un beau succès. Merci. Merci Alexandrine. Alors on va passer à la catégorie suivante, celle des berlines familiales et premium. La berline par excellence, hein, familiale, routière, populaire ou premium, grande taille, 4,70 m jusqu'à 5 mètres et plus, catégorie de poids lourd, toujours très difficile de s'y imposer, une très forte présence germanique dans cette catégorie historiquement, et les présentes dans cette catégorie étaient la Kia Stinger, BMW 520, Volkswagen Arteon, Audi A8 50, Opel Insignia Grand Sport, Audi A5 Sportback, BMW Série 6 Gran Turismo. Sur la troisième marche de ce podium, vous allez trouver l'A5 Sportback d'Audi. Sur la deuxième marche, Volkswagen Arteon. La gagnante dans cette catégorie, permettez-moi de le dire, est la preuve que les voitures à charge émotionnelle forte, grâce à un style affirmé, peuvent toujours séduire. C'est une surprise, c'est une nouvelle venue dans un club très germanique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une marque que l'on n'attendait pas dans cette catégorie, en tout cas pas à ce niveau. La démonstration de la normalisation de marques nouvelles sur le marché. La gagnante est donc Et pour recevoir son trophée, je vais demander à Marc Edrich, le patron de Kia France, de nous rejoindre. Bonsoir, merci Eric, merci Alexandrine et bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors j'ai interrogé les journalistes. D'abord, ça a été une surprise pour tout le monde, bien que tout le monde ait voté. Donc si vous êtes à la première place, c'est que tout le monde a plus ou moins voté pour vous. Et il y a deux choses qui sont ressorties de leur vote. Le look de la voiture, qui est très réussi, et les qualités routières de ce châssis et du fait que ce soit une propulsion. Donc racontez-nous un peu comment est née cette voiture, parce que c'est étonnant de faire des propulsions quand même. Alors cette voiture, c'est vrai qu'en France, elle n'est pas très à la mode. Cette voiture, elle est née d'une vision. La vision de Kia, la croissance de Kia, c'est d'aller de plus en plus vers le premium, tout en étant généraliste. Et donc, à un moment donné, il faut se lancer et il faut créer quelque chose de complètement inattendu. Et ça a été Stinger. On avait toujours été très fort en termes de design chez Kia. On a lancé encore 4 produits forts et vous les en avez sélectionnés certains cette année. Mais il fallait qu'on aille un poil plus loin. Et donc, c'est la genèse et c'est l'histoire de Stinger. Donc, elle est sortie de l'imagination de Peter Schreier, qui est un designer éminemment reconnu par tout le monde. Et puis on s'est dit aussi, il faut quand même qu'on aille un peu plus loin, notamment en termes de châssis, parce que c'est une vraie GT, c'est une vraie grand tourisme. C'est une voiture, on va dire, pour faire Paris-Nice, typiquement, à relativement haute vitesse, si on aime ça. Et donc on a fait travailler Albert Biermann, qui est le pape de BMW Motorsport, et qui est maintenant chez nous. Et la réussite, c'est Kia Stinger. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ambitions commerciales ? Vous comptez vendre combien de voitures et aller chercher les clients à quel endroit ? Bon, alors, honnêtement, c'est une surprise et elle caractérise bien le slogan de la marque Kia, le pouvoir de surprendre. Je suis très content d'être devant des marques premium, prestigieuses, qui auraient pu penser que Kia serait devant des marques prestigieuses comme ça.
Maintenant, je pense que dans notre métier, il faut être humble. Honnêtement, je ne sais pas combien on va en vendre. J'ai ce luxe de dire au réseau aujourd'hui, on peut en vendre 100, 200, 500, 1000. On a les productions pour le faire. Ce qu'on veut, c'est ne pas brader cette voiture et ne pas brader le potentiel de cette voiture pour qu'elle tire la marque vers le haut. Et vous verrez par la suite, il y aura d'autres équivalents Kia Stinger. Vous pouvez nous rappeler le prix de départ de cette voiture? On commence à 45-47 000 euros pour la version diesel et on termine à 57 000 pour la version 3 litres 3 V6 370 chevaux. D'accord. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je continue, j'avance dans les segments et j'arrive alors à celui qui est peut-être le plus encombré. Je viens de fermer mon PowerPoint, c'est génial. Ça fait 2 fois que je le fais, c'est amusant. La catégorie la plus encombrée, celle des SUV, des grands SUV familiaux et premium. Le haut du panier en termes de SUV avec des modèles de 5-7 places. La catégorie la plus riche de ces trophées. Et aussi la plus disputée. Il y avait 12 voitures. On va regarder ensemble quelles étaient. On va commencer avec l'Alfa Romeo Stelvio, Audi Q5, Land Rover Discovery, Range Rover Velar, Mazda CX-5, Peugeot 5008, Porsche Cayenne S, Renault Koleos, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60, BMW X3. Pour gagner dans cette catégorie, je vous le dirai dans quelques instants, mais il y a 2 autres voitures sur le podium. 3e place, Land Rover Velar, Range Rover Velar, excusez-moi. La 2e place est occupée par une voiture italienne, l'Alfa Romeo Stelvio. Et celle qui gagne, elle est cohérente, elle a de l'expérience. Elle s'est déjà vendue à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Elle est d'origine du nord de l'Europe. Elle arrache la victoire pour 2 points seulement à la très jolie italienne. Et donc la gagnante est... Et pour recevoir son prix, je demande à Yves Pasquier-Desvignes, le président de Volvo France, de nous rejoindre. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors, juste pour l'anecdote, on pourrait faire un joli couple parce que Volvo fête ses 90 ans cette année aussi. Oui, nous sommes nés en 1927. Parfait. Bah écoutez, voilà, nous voilà. Hein, c'est notre soirée en fait. Voilà, ils peuvent rester. Merci. Donc, vous n'avez pas hésité, malgré le million d'exemplaires vendus de la première génération, à presque tout changer quand même, un peu. Vous ne vous êtes pas senti, vous non plus, attaché au succès de la première génération? Non, vous savez, c'est toujours le grand challenge quand on a réussi une voiture, c'est de savoir garder les lignes. Il faut changer, mais pas tout changer, de façon à garder au moins tout le vivier de clients, parce que ça a été un succès exceptionnel, et en même temps partir en conquête, parce qu'on ne peut pas toujours être sur le même vivier. Donc voilà, on change beaucoup de choses, on change tout, mais dans le design, on garde beaucoup de choses aussi. J'ai compris qu'elle était plus basse. Elle est un peu plus basse, elle est un peu plus longue, elle est un peu plus joufflue, mais voilà, c'est pour le confort des passagers, donc on a joué le client gagnant dans cette voiture. Bon, vous avez beaucoup affirmé votre volonté d'être une marque écologique. Donc là, il y a quoi comme motorisation aujourd'hui dans cette voiture? Alors, on essaye surtout de diversifier la gamme vers des plus petits moteurs, parce que nous avons uniquement des 4 cylindres, mais surtout de rentrer dans la gamme de l'électrification.
Et donc on a une gamme très complète de plug-in hybrides rechargeables avec un rayon d'action d'à peu près 45 km. Et combien de pourcents des clients choisissent ça pour l'instant dans le monde? J'imagine que ça dépend des pays. Alors, c'est une énorme surprise, parce que dans le monde, on vise les 20%, et en France, on n'est pas loin des 30% de plébiscite de la partie plug-in hybride sur le XC60. Ah bah, c'est parfait. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un signe de changement des temps. Bah, sans doute. Bravo en tout cas. Merci, on y est très très fiers. On est très, bon très anniversaire. Fiers. Merci, vous aussi. On va prendre la photo. Alors, la petite photo qui va bien, et on va arriver à un segment que j'adore, mais qu'en général, tout le monde n'aime pas autant que moi. C'est pas très grave. C'est celui des véhicules utilitaires. Vous savez qu'en France, le segment des véhicules utilitaires est le plus gros d'Europe, avec près d'1,5 million de voitures vendues chaque année. C'est un segment absolument essentiel. Pour les véhicules utilitaires, même paramètres que pour les voitures particulières. Jury spécialisé, pas le même, des experts S véhicules utilitaires, tous des pros du segment, et ils ont étudié les coûts d'usage, les prestations, les possibilités de service et les solutions de financement. Est-ce que je peux demander aux gens à l'arrière de la salle de faire un peu moins de bruit, si c'est possible? Ça serait gentil pour ceux qui sont devant et qui veulent un petit peu moins de bruit. C'est très gentil, merci beaucoup. Dans cette catégorie étaient nominés les véhicules suivants. Le Renault Kangoo Z2 ou Z, le Gruo Electron, Isuzu D-Max, MAN TGE, Nissan NV300, Renault Alaskan et Volkswagen Crafter. Sur la troisième marche du podium, le Kangoo Z2 de Renault. Sur la seconde, le MAN TGE. Le gagnant, c'est un véhicule qui, pour être produit, a nécessité 800 millions d'euros d'investissement pour être intégralement repensé. C'est un véhicule qui revient en production chez la marque qui le vend et le produit. Il a 100 000 unités de vente objectifs par an et il est donc Je vais demander à Kérim Bournonville, directeur Volkswagen Véhicules Utilitaires, de nous rejoindre. Bonsoir. Il paraît qu'il faut qu'on soit dans la lumière. Ça va. J'ai peut-être une petite requête au départ, puisque ce trophée, on l'a gagné en équipe. Ah, mais donc je vais demander à mon équipe de me rejoindre devant le photocall, s'il vous plaît. Moi, j'ai aucun problème qu'ils viennent. Et simplement, on va éviter de monter sur l'estrade parce qu'avant la remise des derniers prix, ça serait idiot que l'estrade tombe. Donc, si vous voulez me rejoindre maintenant, s'il vous plaît, on est en train de courir après le chrono. Merci. Bon, il paraît que... Bienvenue. Bravo. Il y a du poids là. Hein. Ouais, il y a du poids, ouais. Je vois. Bon, l'un des membres du jury m'a dit que ce qui avait fait votre victoire, c'était que vous avez gardé tout ce qui était bien dans le précédent et vous avez fait de la nouveauté, mais pas de la nouveauté pour faire de la nouveauté. Et que vous avez aussi un réseau formidable. Oui, c'est voilà. Nécessaire. Bon. Bah, les clés de la réussite, c'est quoi? C'est un bon véhicule. Là, effectivement, au niveau de notre maison mère, ils l'ont fait. C'est d'avoir un bon réseau. Aujourd'hui, on l'a. Un réseau spécialisé dans les véhicules utilitaires, et puis c'est d'avoir une bonne équipe au quotidien, parce qu'effectivement, personne ne nous attend sur ce segment, on est attendu sur le segment du transporteur, moi sur le crafter, donc à nous de reproduire le même succès que le transporteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a de nouveau dedans? Il a été entièrement reconçu donc, avec les clients, et surtout, précédemment, on s'inscrivait sur 30% de la demande, et aujourd'hui, on va pouvoir répondre à 100% de la demande, de par les diverses versions que nous allons proposer.
D'accord, bravo. Merci à vous. Merci. Bon anniversaire, Merci. bon anniversaire Jean-Charles, merci. Je vous ai pas compté, mais vous êtes super nombreux. Ok, on avance. Vous inquiétez pas, vous allez boire et manger dans peu de temps. On va passer à une catégorie qui est récente, qui en est à sa 2e année et qu'on aime tous beaucoup. On va passer aux internautes de l'Argus, on va passer au trophée de la sportive passion. Pour la 2e année consécutive, on a donné la parole aux internautes. On leur a présenté 12 voitures que vous avez vues tout à l'heure. On leur a demandé, entre le 10 novembre et le 10 décembre, de dire laquelle ils préféraient. Plus de 4100 votants. Pour éviter les doubles votes, triples, quadruples, quintuples, multiples votes, les IP ont été nettoyés. Plus de raison dans ce segment que de la passion. Juste des battements de cœur devant des lignes sublimes, la puissance des moteurs, la qualité des châssis, le travail des ingénieurs, l'évocation des plus belles histoires de l'automobile. Jetons un œil, si vous voulez bien, sur cette liste digne d'un garage de rêve. Et on commence avec une Audi RS5. On continue avec une BMW M5. Et puis on passe à la Ferrari 812 Superfast. Un petit clin d'œil à l'Honda Civic Type R. La Hyundai, avec son moteur lui aussi très puissant, l'Infiniti Q60. Un petit tour de Lexus LC500 V8. Une Mazda MX-5 RCF. Une McLaren 720S. Mercedes E63S AMG. Porsche 911 GT2 RS. De quoi rêver avec l'Alpine A110. Je viens de vous lister 5771 chevaux. De la grosse, de la belle cavalerie, comme j'aime, pas forcément comme Madame le maire de Paris voudrait que la terre soit, je l'ai dit. Et désolé donc pour ces détracteurs de la voiture, les amoureux du malus, les amoureux de la punition des automobilistes, mais il y a tellement de plaisir, tellement de techno, tellement de design, tellement de passion dans toutes ces voitures qui prouvent à quel point l'automobile reste un véritable vecteur d'émotion. Alors le vote, un véritable plébiscite. 2279 votants sur 4100 et quelques, soit 55% pour la gagnante. Et elle ne pouvait trouver plus bel écrin pour se voir désigner que ce lieu qui a conservé depuis si longtemps l'esprit de la marque et l'esprit de son histoire, l'Alpine A110. Vous pourrez aller la voir après. Vous pourrez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut refermer la porte? Merci, c'est gentil. Elle sera à votre disposition juste après. Je vais vous citer un chiffre avant d'appeler l'équipe Alpine qui est assez fascinant. Le mardi 5 décembre, l'Argus.fr a publié le premier essai de l'Alpine A110. En 24 heures, l'article a atteint 100 000 visites et 300 000 pages vues sur le site de l'Argus. C'est un record absolu. Depuis, un essai comparatif avec la Cayman 718 Cayman a été publié. L'ensemble des deux articles a dépassé le demi-million de pages vues. C'est un autre record. Sachez que le podium a été complété par la Civic Type R et la Porsche 911 GT2 RS. Pour recevoir ce prix, j'appelle Philippe Coteau, directeur Alpine France, et Bernard Olivier, directeur général adjoint d'Alpine. Messieurs, bonsoir. Bravo, venez dans la lumière. C'est l'endroit rêvé pour recevoir un prix avec une voiture. Ah, ce lieu mythique dont Bernard parlerait beaucoup mieux que moi. Bah, il va nous en parler. Il va nous en parler tout de suite. Vas-y Bernard. Bernard qui est quand même un petit peu à la création d'Alpine, donc je pense que c'est un moment fort pour lui, parce que ça fait des années que dans le groupe Renault, il travaille sur ce projet, qui enfin voit le jour, donc je vais quand même lui laisser dire quelques mots. Oui, c'est clair, c'est beaucoup d'émotions. Je pense que vous le savez tous, cet endroit
qui appartenait à Charles Escoffier, beau-père de Jean Rédélé, a fait que Jean Rédélé a créé la Société des automobiles alpines, et donc la marque Alpine 6 ici, et les premières Alpines ont été fabriquées exactement ici, à cet étage. Et en janvier 2013... C'est parfait. C'est magnifique, hein? Bah ouais. Magnifique. Et en janvier 2013, j'étais venu avec toute l'équipe de design et avec Jean-Charles Rédélé, que j'ai vu tout à l'heure et je lui rappelais. Il faisait un froid de canard et il y avait toute la magnifique collection de Jean Rédélé. Ah, il y a une collecte là. Et les designers se sont imbibés de l'esprit. Voilà. Bon, c'est toute comme la ça que première partie, là, les 1959, c'est ça, voiture 55, 55. date de création d'Alpine. J'ai mis de 4 ans de plus. Elles ont toutes été vendues? Toutes ont été réservées en quelques jours sur l'Europe. En 5 jours, il paraît. En 5 jours sur l'Europe, en 2 jours sur la France. Ah bah dis donc, il y en a qui vous envient. Quand est-ce que les clients vont être livrés? Les premières livraisons sont prévues pour mars. D'accord. L'ouverture du réseau Alpine, les 19 centres en France, c'est prévu en janvier. Il va y avoir combien de points de vente? 19. 20 en juin, 19 en janvier. Ok. Et en général, c'est des gens qui sont adossés au réseau Renault? Ce ne sont que des investisseurs Renault qui distribueront la marque Alpine. Très bien. Et donc, il y a une deuxième salve de voitures qui va arriver? Pure et légende, des versions de série, entre guillemets. Et quand est-ce qu'on pourra les commander? Bientôt. D'accord. Bientôt. Bravo, en tout cas. Merci. Félicitations. Je vous en prie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il reste un seul trophée. Le buffet s'approche. On va passer à un moment extrêmement fort pour nous, puisque c'est le trophée des trophées. L'Argus décerne cette récompense pour la 2e année consécutive, comme pour celui des internautes. Il s'agit de la gagnante des catégories précédentes, donc c'est une compétition entre winners. L'année dernière, la voiture récompensée était la Peugeot 3008. C'est pas trop trompé sur la voiture qui a gagné. Cette récompense est décernée par un panel de journalistes que l'Argus réunit pour renforcer l'équipe éditoriale. Ces journalistes viennent de médias et de supports très différents, papier, radio, TV, web, de façon à avoir une vision panoramique et une analyse différente en fonction des supports. Et je voudrais remercier au nom de l'Argus, Laurent Bodin de l'Alsace, Christophe Bourroux de RTL, Étienne Bruet de M6 Turbo, Denis Caro de Nice Matin, Sébastien Jacquemart de La Voix du Nord, Anne-Charlotte Logier de Charlotte au volant, Jean-Luc Moreau d'RMC, Jean-Michel Normand du journal Le Monde, Sylvain Resser du Figaro et Mathieu Turel du Parisien. Les jurés ont attribué une note à chaque voiture et la gagnante est celle qui affiche la meilleure moyenne. Et ce soir, c'est une voiture originale, au look de baroudeur, impossible à ne pas reconnaître dans le trafic à côté de voitures qui sont souvent très semblables les unes aux autres, qui a gagné. La gagnante du trophée des trophées, le trophée Argus 2018 est... Bravo Olivier, tu l'as pas rayé, c'est bien. Merci. C'est ici qu'elle a été baptisée, c'est ici qu'elle a été présentée à la presse il y a 6 mois. C'est un retour aux sources, c'est amusant et je vais donc demander à Linda Jackson et Alexandre Malval de nous rejoindre sur scène. Bonsoir. 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 Il faut qu'on s'avance, il faut qu'on soit dans la lumière. Bon, on a donc compris que les commandes se passaient bien, que la personnalisation était choisie par les clients. Vous avez envie de raconter quoi sur cette voiture? Et elle plaît en plus aux journalistes.
Donc effectivement, je pense que les deux choses les plus importantes, c'est un vrai SUV. Donc effectivement, c'est robuste avec effectivement high driving position. Je ne sais pas comment on dit ça. Une position haute de conduite. Nous travaillons en équipe, donc on partage les questions. Un bout en anglais, un bout en français. Oui, exactement. Après, c'est les grandes roues et tout ça, le cruise control. Et après, c'est un vrai Citroën. Et ça, c'est très important pour nous parce que le vrai Citroën, c'est un design qui est fraîche, qui est original, avec le confort Citroën, avec évidemment tout ce que un toit ouvrant panoramique, les assises généreuses, etc., avec évidemment les technologies et de la conduite. Ça, c'est très important. Donc, frais SUV, un frais Citroën spacieuse et modulable. Je voudrais savoir, vous pensez que la répartition de la motorisation, ça va être quoi sur cette nouvelle voiture? Donc, effectivement, c'est entre le thermique, donc évidemment avec essence et diesel. Pour nous, par exemple, le hybride va arriver l'année prochaine, en 2019, avec notre nouvelle SUV pour nous, c'est le C5 Aircross. Et donc ça aura une version hybride aussi. D'accord, mais vous pensez qu'il va se vendre combien d'essence et combien de diesel en pourcentage? Moi, je préfère de dire on va vendre à peu près, dans un année plein, 130 000. 130 000 voitures. Après, ça dépend sur les clients, donc c'est peut-être plus facile à dire ça. D'accord. Et vous pensez que vous allez faire combien de conquêtes? Combien de personnes de la marque vont monter en gamme ou choisir ça? Et combien de conquêtes? Évidemment, ça dépend sur les clients, mais évidemment, si on prend ça, donc 50-50. D'accord. Ok, félicitations. Merci. Elle est très belle et en plus elle connaît cet endroit. Et voilà, est déjà donc venue. effectivement, c'est C'est le retour. Oui, exactement, c'est la naissance, le 12 juin. Maintenant, Voilà. on arrive. Merci Exactement. beaucoup. Merci à vous. Merci. Il n'y a plus de trophées. Vous allez pouvoir vous livrer aux agapes habituels. Avant de vous laisser aller boire et manger, vous remercier au nom des équipes du groupe Argus d'être venus ce soir. Vous donner rendez-vous pour vraisemblablement, Alexandrine, d'autres trophées Argus l'année prochaine. Voilà, c'était une soirée que Alexandrine souhaitait autour de passion, l'histoire, la raison, qui sont des composantes de l'Argus, et que l'Argus a toujours défendu. Et donc, Alexandrine et ses équipes vous donnent rendez-vous l'année prochaine, quelque part, ici ou ailleurs, pour les trophées 2019. Bonne soirée. Il manquait quelqu'un. Ça va faire le retard.